Autre pays, autre problème. Autre problème, exactement. Autre membre de l'OTAN et de l'UE, l'Union européenne, la Slovaquie, dans laquelle ont eu lieu hier des manifestations dans la capitale Bratislava, mais pas que dans la capitale Bratislava, donc des manifestations contre un rapprochement avec Moscou. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que le Premier ministre Robert Fico, lui, est complètement pro-russe. Il était encore à Moscou récemment. Alors, pendant ces manifestations, vous voyez les pancartes, nous avons honte de Fico, ici c'est l'Europe, et on a envie de vous faire écouter ce petit vox pop, c'est-à-dire l'expression du peuple, des gens interviewés dans la rue de Bratislava, qui racontent exactement ce que eux en pensent, ces manifestants slovaques. Écoutons-les. Je suis préoccupée par le fait que notre gouvernement nous oriente vers la Russie. L'agresseur qui n'est pas de notre côté celui des citoyens, qui percevons la situation de manière totalement différente. Nous soutenons l'Ukraine dans sa situation difficile. Fico a discuté avec Vladimir Poutine du fait que la Slovaquie est en train de perdre sa souveraineté. Mais nous voulons nous battre pour cette souveraineté. La Slovaquie a le droit d'être sûre d'elle et libre. Sylvie Berman, est-ce que c'est... Là, on voit bien qu'il y a quand même une dichotomie, un fossé entre ce que pense une partie de la population slovaque et ses représentants politiques. Absolument, c'est le syndrome géorgien. C'est la même chose, vous avez un gouvernement qui est... Vous les comparez ? Russe. C'est un peu différent parce qu'en réalité, la Slovaquie est beaucoup plus européenne, évidemment, que ne l'est la Géorgie. Pour l'instant. Mais ne nous faites pas peur, Guillaume. C'est à 30 km de Vienne, la Slovaquie, et donc, enfin, en tout cas, la capitale. Et donc, ils sont très, très européens dans leur mode de vie et dans leur mode de pensée. Et surtout, la Géorgie était une ex-république soviétique, même si, effectivement, c'était la Tchécoslovaquie. Et c'est qu'en 1993 qu'elles se sont séparées, après quand même des décennies de régime communiste pro-soviétique. Il y a aussi Aurélien Duchesne, ce fameux Fixo, on m'a dit que ça se prononce. Fitso. Non, pas Fixo. Fitso, vous dites c'est ça. En fait, les C, ça se prononce de pareil en polonais, par exemple. Vous l'aviez déjà dit sur ce plateau, mais visiblement, j'ai mal retenu. Cet homme, on dit toujours que c'est un allié du Kremlin. En effet, c'est ça dont on a peur aussi. C'est pour ça que je disais d'ailleurs pour le moment. Oui. Parce que cet homme a quand même une politique qui se rapproche, en effet, de Moscou petit à petit. Il a une politique qui se rapproche de Moscou à deux égards. Il a fait campagne à l'automne 2023 sur une ligne. Alors lui, il faut bien différencier d'un Orban qui est lui d'extrême droite pro-russe. Lui, c'est plutôt une gauche pro-russe et qui a fait campagne, par exemple, sur l'idée que occupons-nous de nos services publics et du pouvoir d'achat avant d'aider l'Ukraine, par exemple. Il a également fait campagne sur une idée pseudo-pacifiste, l'idée que le conflit va bientôt déborder. On rappelle que la Slovaquie est voisine frontalière de l'Ukraine. Il a beaucoup surfé sur l'idée que le conflit pourrait déborder, qu'il y aurait des hordes de réfugiés ukrainiens qui viendraient demain en Slovaquie. Et le deuxième aspect sur lequel Fico est contraint dans tous les cas à suivre Poutine, les 2/3 du gaz en Slovaquie viennent des importations par le gazoduc que les Ukrainiens ont cessé de faire fonctionner. Depuis le 1er janvier. Ouais. Voilà. Lequel d'ailleurs passe par la ville de Soudja, qui est en ce moment en occupation, sous occupation ukrainienne à Koursk. Et puis très brièvement, sur la polarisation qui est celle de la Slovaquie, il faut savoir que c'est un pays qui a rejoint l'OTAN, par exemple, après la Tchéquie, après la Hongrie, après la Pologne, parce que le pays était déjà miné par des pro-russes des années 90. Oui, alors justement, effectivement, il y a ce paradoxe qui est que la Russie envoie toujours du gaz russe à l'Europe, justement via un autre gazoduc, parce que celui qui ne fonctionne plus à travers l'Ukraine, il ne fonctionne plus depuis le 1er janvier, mais il y a un autre gazoduc, c'est le Turk Stream, et effectivement là ça continue, et le gaz liquéfié russe arrive et aussi en Europe comme cela. Mais le paradoxe qui est intéressant, Alexandre, c'est que ce Premier ministre slovaque, Fico, lui, il souhaite organiser des négociations de paix en Slovaquie, et Poutine a dit oui, mais personne, effectivement, tout le monde, personne n'est d'accord, mais comme s'ils avaient déjà tous les deux concocté quelque chose. Non, il n'a rien concocté, parce que finalement, il fait du zèle, tout simplement, auprès de Poutine, en proposant ses services. Pour obtenir quoi ? Pour obtenir finalement une question gaz, une question énergétique est extrêmement importante pour la Slovaquie, qui est extrêmement dépendante du gaz russe. Donc il est allé là-bas, pas vraiment pour des raisons, à mon avis, géopolitiques, mais pour des raisons purement économiques, pour négocier justement que le gaz ne sera pas interrompu, que les livraisons de gaz ne seront pas interrompues. Il avait menacé en représailles de couper l'électricité à l'Ukraine. Il ne l'a pas fait.
Non, il ne peut pas faire, parce qu'il faut toujours relativiser le poids de la Slovaquie. Je regardais le PIB de Slovaquie. Vous savez à quoi ça correspond? Au PIB du département les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, oui, les Hauts-de-Seine, pardon. Les Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, c'est-à-dire 92. Là où on se trouve actuellement, parce que le tableau est mis en cours. Dans lequel nous sommes, Absolument. 92. Voilà. Donc général. on relativise déjà le poids économique de la Slovaquie, et après, comme disait Sylvie, Slovaquie fait partie de l'Union européenne. Il n'est pas prêt d'ailleurs de quitter l'Union européenne, que je sache, parce que si la Slovaquie aujourd'hui est un pays qui monte quand même économiquement, malgré évidemment la disparité qui existe toujours, avec notamment la France, eh bien c'est grâce à l'Europe. Il faut toujours répéter les choses, que ces pays de l'ex-bloc soviétique qui sont libérés du communisme, ils considéraient le communisme comme finalement le malheur. Donc ils étaient tellement contents de retrouver l'Europe, ils en ont vraiment bénéficié justement, non seulement des aides européennes, mais aussi des valeurs européennes pour lesquelles ils se sont battus. Justement, la population qui s'est battue, les dissidents, et ils n'étaient pas peut-être majoritaires, mais c'est eux qui ont gagné contre le communisme. Et aujourd'hui, il faut se poser la question sur la dichotomie entre les dirigeants. Est-ce qu'ils représentent vraiment le peuple? Est-ce qu'ils représentent vraiment la volonté du peuple slovaque, du peuple des anciens pays de l'Est qui se sont battus pour la liberté? Il ne faut pas oublier les valeurs qui étaient à l'origine de leur combat. Il n'y a pas que le gaz. Parce que du point de vue des dirigeants, il y a le gaz, les intérêts mercantiles, l'argent, mais du point de vue du peuple, il s'agit aussi de combat pour les valeurs, le combat existentiel. Exactement. Alors parlons d'ailleurs évoquons une autre zone, une autre partie de l'Europe pour laquelle les valeurs sont très importantes, c'est l'Europe des pays baltes, l'Europe du Nord. Donc dans les pays baltes, l'histoire de la guerre froide n'est évidemment jamais loin et toute déclaration est explosive. Ainsi, la passe d'armes verbale qui a eu lieu entre le président de la Lituanie et le premier vice-président de la Commission de la Défense au Parlement russe, donc à la Douma, qui s'appelle Alexei Jouravlov. Vous allez comprendre, je vous lis cette déclaration de Jouravlov. Si nous devions reconsidérer les résultats de la Seconde Guerre mondiale, l'ensemble des pays baltes devrait plutôt appartenir à la Russie, comme c'était le cas avant la Révolution. Voilà ce qu'il a dit. Alors il a dit tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a eu bien sûr une réaction au président lituanien qui lui avait dit, en gros il avait déclaré qu'actuellement la région de Kaliningrad, elle devait faire historiquement partie de la fameuse Lituanie mineure. Alors voilà. C'est ce qu'il a dit en effet sur les réseaux sociaux, ça a provoqué un tollé côté russe. Et le russe lui a répondu. Voilà, c'est vraiment, ça a provoqué une hystérie totale côté russe, le fait que le président lituanien déclare que l'exclave de Kaliningrad, on va voir la carte, c'est-à-dire cette région russe qui est en dehors de la Russie, aux côtés des pays baltes, que cette région de Kaliningrad, qui est un trophée de guerre soviétique, bien sûr, faisait partie historiquement de la Lituanie. Voyez, voilà, là on voit bien ce petit confetti orange que vous voyez entre les pays baltes en bleu, c'est Kaliningrad, qui appartient à la Russie. Et donc là, on a eu droit à une déclaration du président lituanien et une réaction côté russe. Sylvie Berman. Oui, d'abord antérieurement, c'était la Prusse. C'était la Prusse orientale. Bien sûr, c'était Königsberg. C'était Königsberg, absolument. Donc la patrie du philosophe. C'est très loin. On commence à vraiment remonter loin. La Lituanie, oui, on remonte très très loin dans l'histoire. Et la Lituanie d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'empire lituano-polonais de l'époque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les déclarations de Donald Trump aussi, tout le monde peut partir dans tous les sens. Vous voulez dire annexer le Canada? Il n'y a plus de tabou, donc chacun se lâche. Excusez-moi. Général Richoux. Oui, c'est la première fois quand même qu'on entend de manière assumée à ce niveau, quand même. La revendication d'un héritage pré-révolutionnaire. C'est-à-dire que généralement, on fait référence à la Russie soviétique, etc. Là, c'est avant la Révolution. Mais il faut quand même rappeler que si on revient avant la Révolution, ça veut dire que les 3 pays baltes appartiennent à la Russie, mais ça veut dire que la Finlande appartient à la Russie, ça veut dire
dire que la Pologne appartient à la Russie, Varsovie était russe en 1914. Ça veut dire que la Moldavie, Transnistrie, etc., toute la Bessarabie et Bukovine du Nord, de ces territoires historiques, appartiennent à la Russie. Donc là, on refait toutes les frontières telles qu'elles existaient au 19e siècle. C'est formidable. Donc il y a quelque chose comme assez dangereux. La question est aussi de savoir si ces propos ont été dits absolument par hasard ou si ça sort vraiment de son esprit. Parce que j'aimerais vous lire aussi ce que disait le Kremlin par la voix de Peskov qui a dit la Lituanie est un État hostile à notre pays, un État hostile à notre égard qui, entre autres, a de revendications territoriales. Est-ce que vraiment, en disant ça, le président lituanien avait quelques revendications que ce soit? Et est-ce que, du coup, en réponse, la réponse russe de cet homme, du coup, qui est donc vice-président du comité de défense de la Douma d'État, est-ce que lui, il avait vraiment aussi des velléités de quoi que ce soit à travers ses propos? Bien sûr, c'est toute une stratégie qui est derrière. Alors, parce que tout simplement, dynamitage de toutes les frontières qui ont été fixées par la loi après la Deuxième Guerre mondiale, finalement, c'est la loi internationale qui est en train de voler en éclats. Enfin, on essaye. Les ingénieurs du chaos, c'est-à-dire les Russes, et Trump aussi, alors donc de ce côté-là, ils essaient complètement de saper tous les acquis qui ont été obtenus après la Deuxième Guerre mondiale. C'est juste concrètement. Une déclaration isolée. Est-ce que cet homme représente vraiment quoi que ce soit dans la politique du Kremlin? Vous savez, quand on dit quelque chose... C'est un messager. Ce sont des télégraphistes. On ne dit pas comme ça de façon libre quoi que ce soit à la Douma. Donc il y a un message qui devait être véhiculé. Et ce message, par exemple, la Lituanie... D'ailleurs, les Russes ont toujours une dent contre la Lituanie parce que c'était le premier pays qui s'est détaché de l'Union soviétique et qui, avec le président Vytautas Landsbergis, déclarait, le premier pays de l'Union soviétique, déclarait son indépendance. Oui. Et donc ce fameux député que vous citez, Guillaume, donc il a dit, pour continuer à le citer, il a dit que Vilnius, c'est une ville russe, c'est une ville qui s'appelait Vilno. Donc il faut remonter au XVIIIe siècle. Et ce grand-duché de Lituanie, en partie, c'était aussi la Russie. C'est-à-dire, on est vraiment dans le chaos aujourd'hui. Enfin, on essaye, les ingénieurs du chaos, de provoquer complètement faire table rase de ce qui avait été acquis avec le droit international. C'est-à-dire le monde aujourd'hui devient de plus en plus, d'après eux, ressemblant à quoi? À la jungle, où les plus forts, et les plus forts, c'est la Russie, qui se considère comme un pays très fort. Donc vous dites qu'il faudrait faire fi de tout ça. Veulent dévorer les plus faibles. Mais il faudrait ne même pas faire attention à ces propos, les passer sous silence pour faire en sorte de ne pas alimenter justement la machine. Je crois qu'il faut faire attention à ces propos quand même, parce qu'il y a quelque chose derrière. Ils veulent dire quelque chose. Même s'ils ne veulent pas réenvahir physiquement, et puis après tout, on n'en sait rien demain ou après-demain. Après tout, il y a toujours une revendication comme étant les marches naturelles de la Russie et sur lesquelles ils ont un droit de regard, comme ils ont un droit de regard sur l'Ukraine, etc. Et puis ensuite, dans les pays baltes, moi je pense que aussi un restant de l'humiliation russe de 1918, la guerre lettonne, quand même, ces petits pays qui ont collé une raclée à l'armée de Trotsky à l'époque, comme la Pologne en 1920 avec la bataille de la Vistule, le miracle de la Vistule, et ils en veulent toujours aux pays baltes, ils en veulent toujours à la Pologne. Voilà, donc il y a quelque chose quand même qui n'est pas passé depuis plus d'un siècle. Et quand ça passe pas depuis d'un siècle, ça veut dire qu'on a toujours un comportement impérial et qu'on considère que les limites naturelles de la Russie sont celles-là. Voilà, donc il faut quand même rester très prudent.